et qui aujourd'hui se fait chier à mourir dans vos vies. Ou pas. Et vous voyez ce putain de monstre que j'ai réveillé là, qui monte sur les tables, qui joue avec des verres, qui peut se blesser, qu'on n'a rien à foutre. Moi je lui dis une seule phrase. Ne te rendors pas. Parce qu'on a besoin de ce putain de monstre. Les gars qui font 10 millions, vous croyez qu'ils le font avec le travailleur en eux? C'est le putain de monstre qui se réveille tous les matins, qui va tout bouffer. Les gars, 10 millions, c'est vrai ou pas? Voilà, il n'y en a qu'un. Assume, frérot. T'as voulu faire 10, tu fais 10, t'assumes. Le monstre intérieur. Ouais. Mais le vélo, on est à l'école, frère. Wesh. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Voilà. Donc est-ce qu'il y en a qui ont un business, qui tourne et tout, mais ils sont bloqués, ils n'arrivent pas, il y a un truc, ils n'ont pas compris quelque chose. Ils sont comme ça. Levez la main. Ok. Faites voir, moi, c'est à la gueule. Il faut que tu aies la gueule de l'emploi. Il faut que j'aime pas ta gueule. La main. Ouais, avec des belles gueules. Hein. Il y a des belles gueules. Il me faut quelqu'un de pas. T'as envie de détruire psychologiquement, intellectuellement. Il n'y a que des belles gueules. Il me faut quelqu'un que j'aime pas, putain, que j'ai envie de détruire psychologiquement, intellectuellement, physiquement. Je vais l'humilier. Ah, il y en a, ils ont baissé la main direct. Ils ont dit voilà, j'ai entendu le mot humilier. Laisse tomber. Ouais. Ça va. Tu fais quoi comme business, toi? Bâtiment. Bâtiment. Tu bloques à combien? 1 million, presque. Presque. C'est presque. Ah, je suis dégoûté, frère. J'ai failli. Il y avait qui d'autre encore? Toi? Toi, tu fais quoi? Bâtiment. Tu bloques à combien? À 700. 700. Oh non, oui. Toi? Vas-y, on va voir. Carrément, punis-moi! Je travaille dans l'énergie renouvelable. Je fais 800 000 euros de chiffre d'affaires en 5 mois de temps. Je veux faire 10 millions l'année prochaine et je veux continuer, quoi. Il est bon ou pas? Il a le petit truc ou pas? Ok, sors. Sors dehors. Tu peux l'accompagner dehors? Tu le sors et quand je te dis, tu le fais re-rentrer. Hein? C'est lui. C'est lui. La petite voix qui tremble. Il a faim, il veut. Il est sorti ou pas? Christophe? Christophe? Il est sorti, il entend rien ou pas? Il faut qu'il entende rien. Alors maintenant, écoutez-moi, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je parle doucement, d'accord? Il va rentrer dans cette pièce. Quand il va rentrer, vous vous levez.
vous le regardez comme si c'était le mec qui avait violé votre petite sœur. Comme si c'était le mec qui vous avait pris votre mec. Ou votre meuf, au choix. Après, chacun, je veux dire, on s'adapte à l'époque, quoi. Tu vois. Et vous le regardez vénère comme ça. Et il passe dans les allées comme ça. Vous poussez, vous le regardez vénère. Phase 2. Il monte sur scène. Moi, je vais m'asseoir. Et je vais lui dire, explique-moi ton business, c'est quoi? Et vous, votre mission? Ah, vous n'êtes pas prêt. Voilà. Je vois le regard. Votre mission, c'est de trouver tout, que des défauts, que des points faibles. Vous avez vu les fils de pute qu'on a dans notre entourage? Ouais, t'arriveras jamais. Ouais, mais t'es comme ça. Ah, mais de toute façon, t'es le fils à ta mère, t'es le fils à ton père. Vous faites comme ça avec lui. Non, ton projet ne marchera pas parce que ça. Non, mais ça, là, t'as pensé à ça, et la loi, et le truc, et ça, pourquoi tu fais pas ça, et là, etc. Plus il bégaye, plus il tremble, plus il transpire, plus on a réussi. S'il sourit, vous avez échoué. C'est pas drôle. Parce que quand il va sortir demain, qu'il va vouloir faire 10 millions, nous, on va lui faire gagner du temps. Tout ce qu'il aurait rencontré comme fils de pute, c'est nous les fils de pute. Et après, quand il arrive dehors, il est blindé. On lui fait du média training, on lui fait du projet training, on lui refait tout. Il y a combien d'argent dans cette pièce? Il y a beaucoup d'argent. Il y a combien de cerveaux dans cette pièce? Il y a beaucoup de cerveaux. Dans plein de domaines différents. On est à 360 degrés, putain. Et là, on va lui faire un cadeau. Mais parfois, l'emballage, il n'est pas agréable. Si je te dis, je te donne un diamant, tu le prends ou pas? Levez la main ceux qui le prennent. Je vous dis, je vous pose un diamant sur la table. Ok. Maintenant, je te dis, je vais te donner un diamant, mais je vais aller chier. Et dans ma merde, je vais mettre un diamant. Un putain de diamant à 500 000 euros. Qui plonge la main en premier? Voilà. T'hésites? Arrête l'entrepreneuriat. Prends un CDI à Leroy Merlin. Ferme ta gueule quand ton patron il te dit t'es en retard. C'est tout. Promène ton caniche le soir, fais-le chier pour avoir le droit de sortir sans masque et sans test. Va passer tes week-ends dans un camping. Ne nous fais pas chier avec tes millions. Mets des posters avec un M3 dans ta chambre. Voilà. T'es content, c'est bien. Elle était pas mal celle du M3. Moi j'ai même. Ouais, tu dis putain le fils de pute, merde. Il a marqué un point là. Ok. Donc vous êtes prêts? Conseil, critique, c'est de la merde. Truc. Personne ressource, il me faut 3 personnes ressources avec des micros dans la salle, parce que ça va aller très très vite. Ok. Laissez les tote bags, on fera ça après. Loïc? Ok. Vous pouvez le faire rentrer. À fois, tu me le fais rentrer, s'il te plaît. Bon alors, il vient ou pas? Vas-y, viens ici. Allez, vas-y, viens, dépêche-toi. On n'a pas que ça à faire là, il y a plein de trucs, il y a plein de missions. On peut lui allumer son micro, s'il vous plaît? Donne. Alors, vas-y, parle dans le micro. 1, 2. On est bon. Est-ce que tu peux te présenter à toutes ces personnes? Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, combien tu gagnes, c'est quoi ton domaine? On m'a demandé de le faire, donc je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer tout ça. Donc moi c'est Clément, j'ai 24 ans. Bon, ça fait rire, faire ça fait taire. Donc j'en ai pour 2 minutes. Te laisse pas abattre, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai 24 ans, je travaille dans tout ce qui est... Attendez, laissez-le finir. Et mon but c'est d'accompagner les clients dans tout ce qui est rénovation globale. Ça fait déjà 4 ans que je suis dans ce système, de tout ce qui est transition énergétique, des aides qui ont été mises en place par l'État français. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu nous vends? Tout. Tout, c'est-à-dire tout, c'est rien. Aujourd'hui, je travaille donc, du coup, dans la rénovation énergétique, dans la rénovation globale dans l'habitation. Donc je peux faire de la cuisine, de l'isolation, de la toiture, du chauffage, de l'isolation par extérieur. Ok, prenez un micro. Qui veut parler? Premièrement, qu'est-ce que tu as à dire sur ce qu'il fait? C'est Clément. Hein. Ton gros problème, Clément, c'est que ton business n'est pas du tout scalable. Parce que tout repose sur l'humain, tu gères des dossiers ANA. Du coup, pour être constructif, c'est aussi l'objectif, c'est que tu dois trouver un moyen d'automatiser. Parce qu'aujourd'hui, tu ne les feras pas les 10 millions dans ta configuration actuelle, sur l'humain. Voilà. Parce que tu dois embaucher 10 millions de personnes, enfin, ou 1 million de personnes si tu veux faire les 10 millions. C'est ça le problème pour la gestion de tes dossiers. En fait, là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que j'ai des concurrents. J'ai beaucoup de concurrents dans mon domaine. Attendez, on prend le micro, s'il vous plaît. Là, on est dans la phase 2. Là, au sein de mon entreprise, du coup, on est 2 commerciaux. On va finir l'année à plus d'1 million, à 2. Et aujourd'hui, ce qui est agréable avec Solution Habitat, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'être commercial, mais conseiller. Et les gens vont venir à nous directement parce que c'est sympa de se sentir accompagné dans tout ce qui est démarche administrative. Donc effectivement, c'est sur l'humain, mais c'est un besoin aujourd'hui qui a été mis finalement par l'État En fait, français. j'ai rien compris à ce que tu m'as dit depuis tout à l'heure. Je te regarde, tu vois juste une personne, Ouais. un petit garçon, ballot, qui Ok. bouge tous ses mois, machin, qui bouge de tous ses côtés. Et franchement, plus je te regarde, plus je me dis, franchement, mais en vrai, pourquoi je t'écouterais? Tu me parles d'énergie, mais t'as vu comment t'es? Tu dégages rien du tout. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Bah, ça fait mal, mais je le prends. De toute manière, là aujourd'hui, je suis ici, c'est pour m'améliorer. Hein, je suis là justement, j'ai un bébé. Il y a des choses à redire sur mon bébé. Simplement, bah, je veux l'emmener loin, donc je veux progresser. Et c'est pour ça que j'ai pris cette formation pendant ces 48 heures. Excuse-moi ici. Ouais, vas-y. Je te pose une question, je suis dans l'isolation, avec Ouais. des associés, on fait 15 millions d'euros et on va tout faire pour que tu perdes tes agréments. Comment tu te relèves sans agrément? Comme tu sais pas faire de chiffre d'affaires sans ces agréments. En fait, si tu veux, c'est que Si les clients ne sont pas remboursés par l'État, tu n'arrives pas à les signer. Ton chiffre d'affaires, il fait que sur ça. Alors aujourd'hui, D'accord. tu le sais très bien. donc aujourd'hui, moi je travaille dans 3 régions, enfin dans 3 départements, hein, dans le 80, dans le 02, dans le 59. Quel est ton chiffre d'affaires Tu sans permets remboursement? je Sans réponds- remboursement de Je l'État. réponds à ta Ton chiffre question, d'affaires. d'accord? Je réponds à ta Juste ton question. chiffre d'affaires. Je réponds à ta Oublie les question sur agréments, le s'il te plaît. sur le Réponds à ton RGE. chiffre d'affaires. Donc sur le RGE, si tu veux, bah, aujourd'hui je travaille avec une cinquantaine d'artisans. Donc tu me diras comment tu fais pour enlever le RGE d'une cinquantaine d'artisans, d'accord, qui font partie de la CAPEB, etc. Je pense que tu connais un petit peu tout ça. Et c'était quoi ton autre question? Si tu perds tes agréments, ton chiffre d'affaires, il est de combien? Oublie, il n'y a plus d'aide de l'État. Est-ce que tu arrives à faire du CA comme ça? Ouais. Tu fais combien de CA? Tu étais à 800 000? Ouais, Oublie c'est ça. tous les clients que tu as signés qui sont fait rembourser. Combien tu signes en one shot? One shot, je fais pas de one shot en fait, je fais vraiment de l'accompagnement. Aujourd'hui, cette ère elle est finie si tu veux. Le but est vraiment, voilà, ça va se faire en plusieurs fois, ça va se faire en T'as plusieurs peur de faire du rendez-vous. one shot? Comment? T'as peur de faire du one shot? J'ai un client, pourquoi tu signes pas en one shot? Parce que cette ère là elle est finie si tu veux. Par rapport à quoi? Tout simplement parce que bah, le client, bah, ça fait des années que ça existe. Et T'as besoin d'un autre rendez-vous pour lui apporter des autres solutions? comment? T'as besoin d'un autre rendez-vous pour lui apporter des solutions? Effectivement, parce qu'en fait, à partir du moment où tu montes le dossier d'aide et si tu veux que ça soit bien fait, Les commerciaux, ils n'ont pas besoin d'un autre rendez-vous. comment? Les commerciaux n'ont pas besoin d'un autre rendez-vous, ils y vont au one shot. Ouais, mais C'est peut-être pour ça que tu fais que 800 000. Salut Clément. Clément, Ouais. qu'est-ce que tu apportes en plus que tes concurrents concrètement là, En parce que fait, je vois pas. simplement, voilà. Aujourd'hui, au niveau de mes concurrents, déjà, ils ont des prix déloyaux, d'accord, où ils vont se permettre de vendre 2-3 fois le prix du marché, ce qui n'est pas normal. C'est aujourd'hui, il y a des subventions, c'est pas parce qu'il y a des subventions que tu dois te permettre de vendre 2-3 fois le prix du matériel, et simplement ça. Simplement Toi, ça. en fait, c'est l'off discount. Tu vends les Comment trucs pas chers, tu vends les trucs pas chers. Du tout, parce que j'ai C'est quoi, toujours, du coup j'ai toujours une marge, si tu veux, sur au niveau du matériel de 40%, donc ce qui est des plus agréables. Simplement, voilà, tu peux faire. Pourquoi tu marches pas plus en fait? Comment? Pourquoi tu prends pas plus en fait, tout simplement? Bah parce que c'est pas les valeurs d'entreprise. C'est quoi déjà les valeurs de l'entreprise, oui? La solidarité, la responsabilité. Hein. Vas-y, crée une ONG, mon frère. Voilà, laisse tomber. Si tu veux, maintenant qu'on en est là, je pense que effectivement en France, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de chauffage. Il y a des gens qui ont du mal à se chauffer et c'est pas forcément normal. Et Solution Habitat dans ce genre de situation, bah voilà, accompagne les gens et peut leur permettre de ne pas payer. Dis-moi, reviens, j'ai une question. pour Ouais, toi. vas-y. Je maîtrise un petit peu ton business. Ouais, Tu as connu le crédit d'impôt un petit peu avant. ouais, bien sûr. Regarde, c'était un passage de 3 ans. Ça a pété. C'est On ça. est D'accord. C'est Ton ça. chiffre d'affaires du 800 000, il veut rien dire. Il y a beaucoup d'achats là-dedans. Et Comment? tes 800 000 de chiffres que tu fais en 5 mois, Ouais. ça veut rien dire concrètement. Ah, c'est un Parce qu'il y a chiffre. beaucoup- Il y a beaucoup de marchandises là-dedans, t'es d'accord avec moi? Je suis d'accord. T'as pas des équipes de pause, tu passes par des sous-traitants. Comment? Tu passes par des sous-traitants, t'as pas des équipes de pause. C'est des artisans directement. Regarde, ces artisans, ils vont commencer à goûter à ça. C'est des RGE comme toi, on est d'accord? Exactement. C'est des mecs qui vont se mettre en place. Dès qu'ils vont faire une trésorerie, ils vont se mettre en place comme toi. Et tu vas les perdre à fur et à mesure, comme ça s'est passé là dans l'histoire. fait, Qu'est-ce que tu as prévu pour ça? Aujourd'hui, si tu veux, au niveau de l'artisan, bah lui, je pense que chacun a son métier. Et comme l'a dit Steve, hein, quand finalement il y a des gens qui ont le savoir, et autant aller vers eux. Regarde, c'est ce que tu fais, tu prends tes équipes de pause là que t'as actuellement, tu Ouais. leur donnes des bits de ta boîte pour qu'ils restent avec toi, comme ça quand tu vas t'étendre et tu vas prendre de l'ampleur, ils seront avec toi les mecs et ils vont pas te lâcher. Et tu seras de plus en plus fort. Si tu veux, je suis content que tu me dises ça parce qu'on a pensé plus ou moins à ça et ce qui est normal. Et simplement aujourd'hui, l'artisan, voilà, il a un prix et c'est lui qui décide son prix si tu veux. Ça a été mis en accord. Et nous, du coup, aujourd'hui, au niveau de l'artisan, ça ne lui change rien à sa vie finalement de travailler avec nous, hormis un développement de son chiffre d'affaires et moins de travail, étant donné qu'il se déplace beaucoup moins en rendez-vous. Moi, j'ai des apparts à rénover. Ouais. C'est moins cher que tout le monde. Je t'appelle, tu viens, je fais mon beurre sur toi, c'est bon, ça va? Mais écoute, carrément. Ok, parfait. Moi, je m'en fous des valeurs de la responsabilité sociale, etc. C'est pas mon game. Moi, je suis venu ici pour faire d'argent, pas pour faire du social. Sinon, j'aurais monté une assoce, tu vois. Et donc, en fait, toi, tu fais moins cher, lui, il en profite, et ensuite, il est nique. Attendez, on va prendre le Ah, micro. mais regarde, ça se voit qu'il travaille bien. Il est là, tout mignon, tout gentil. C'est un bébé. Mais tu sais, ce qui est bien, c'est que je pense que ce genre de formation, il y en aura d'autres. Et voilà, simplement, on se reverra certainement certaines têtes l'année prochaine et on reparlera de tout ça à ce moment-là. Dans le marché, tu as dit que du coup, tu avais beaucoup de concurrents. Ouais. Donc, je présume qu'il doit y avoir des concurrents qui sont beaucoup plus gros que toi. Exactement. Donc, si tu tires les prix vers le bas, s'ils s'amusent à tirer le prix encore plus bas que toi, tu meurs. Et bah, 1, 2, 3, on va y arriver. Donc, simplement. Percute, crochet du gauche. Non, si tu veux, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le prix. C'est qu'un artisan, si tu veux, aujourd'hui, quand tu as un problème de chauffage ou quand tu as un problème d'isolation, tu vas faire venir un artisan. D'accord? Et nous, derrière, on va avoir justement ce panel d'artisans et on va pouvoir conseiller les gens au mieux dans une rénovation globale. Et le prix n'a rien à voir avec tout ça. Bien sûr, ils peuvent être plus chers comme moins chers. Avant, j'étais dans le genre d'entreprise qui vendait les systèmes 3 fois le prix. Et simplement, ça se vend aussi bien que là, ce que je vends actuellement, si tu veux. Simplement, voilà, aujourd'hui, les gens veulent autre chose. Dans mon ancienne entreprise, par exemple, en 2 ans de temps, j'ai dû avoir une dizaine de parrainages, ce qui est vraiment rien. Alors qu'aujourd'hui, à partir du moment où je vends un client, j'ai entre 3 et 8 parrainages qui sont derrière, où les gens veulent travailler avec moi.
et mes 800 000 euros de chiffre d'affaires. Et comment tu pourrais convaincre un climato-sceptique comme moi? Comment? Comment tu pourrais convaincre un climato-sceptique comme moi? Moi, tout ton business, en Ah fait, mais voilà, les il écolos, repose- etc., c'est vraiment pas Laisse-moi mon juste truc. terminer. Il repose juste un truc sur lequel je crois pas, en fait. Ok. Pour moi, le réchauffement climatique, ouais, c'est discutable. D'accord. On apprend récemment que pendant 15 ans, je me suis fait chier à trier des déchets. A priori, ça va au tout venant. On m'a responsabilisé parce que je fermais pas mon robinet et qu'il avait la boutonnée. Donc, tu vois, moi, ma peine, c'est ça. Du coup, c'est quoi le rapport avec moi là? Bah, comment tu peux régler ma peine, mon besoin, en fait, sur les énergies renouvelables, etc. Non mais je vends des pompes à chaleur. Persuade-moi. Persuade-moi. Comment? Persuade-moi. Identifie ma peine et persuade-moi. Lui, c'est un non-client. C'est simple, si tu n'achètes pas de pompe à chaleur, il va y avoir plus de rejets de gaz à effet de serre et on va tous mourir. Voilà. Waouh. C'est bon? Je suis pas persuadé. Essaie encore. Mais ça repose sur quoi, ça, qu'on va tous mourir? Il y a eu la couche d'ozone, je me suis pas mis de déo pendant 10 ans, parce qu'il paraît que tu vois, il y avait un trou. Tu vois, et en fait, j'en entends plus parler, aujourd'hui c'est réglé. Donc, et j'ai l'impression que le réchauffement climatique, dans 10 ans, ça sera réglé. Persuade-moi. Ah non, mais moi je peux pas te persuader là-dessus. Hein. Ok. Merci. Tu vois, là, pour moi, c'est une erreur que tu fais. Parce que dans le business, en fait, tu as plusieurs catégories de gens. D'accord. Tu as les athées, qui ne croient pas au dev perso. Ça n'existe pas, c'est de la merde. Tu as les agnostiques. Ils croient au dev perso, mais ils n'ont pas encore choisi qui sera, métaphoriquement, leur prophète. Et ensuite, tu as les croyants. Les croyants, ils croient déjà en Steve, en David Laroche, en Franck Nicolas, en Eric Thomas, en Tony Robbins. Eux, laisse tomber. Ils ont décidé que ça serait X et ça ne sera pas Y. Donc eux, normalement, ce que tu fais quand tu es malin, tu les touches pas. C'est trop compliqué. Un témoin de Jéhovah, il ne parle pas à un musulman, à un chrétien, etc. Il parle aux athées, mais de préférence aux agnostiques. Parce que l'agnostique, il est facile. Il ne sait pas encore. L'athée, il a décidé qu'il ne croirait pas. Donc il faut lui enlever cette croyance qu'il ne croit pas et le transformer en agnostique. Si tu prends l'agnostique, il ne sait pas. Il demande à savoir. Lui, il t'a pas dit qu'il veut pas, qu'il croit pas. Il te dit, je sais pas, moi, prouve-moi. C'est le putain de client le plus facile. C'est le client auquel personne ne s'intéresse. Tu sais pour qui j'écris des livres, moi? Dis-moi. Pour ceux qui lisent pas. Ça intéresse quelqu'un, ça? Plein de gens, ils ont lu mon livre, ils m'ont dit, c'est le premier livre que je lis. Ils sont là. Et après, ils en liront d'autres. Les miens ou pas, j'en ai rien à foutre. Mais il ira. Tu fais une erreur de t'amputer de tout ce marché-là que les autres négligent, qui est vierge. Ils attendent que ça. Des pompes, des trucs. Ouais. Agnostique, athée, croyant. On appelle ça de l'évangélisation. Qui d'autre? Moi, je voudrais poser une question. Parce que tout à l'heure, quand tu t'es manifesté pour pouvoir faire cet exercice, moi, j'ai vu deux personnes. J'ai vu celle que tu es là, et puis quand tu as parlé de 10 millions, j'ai vu une patate, j'ai vu quelque chose qui a explosé et qui est parti là-bas. Et là, en fait, je le vois plus. Alors là, il y a tout simplement 120 personnes devant moi, et je m'attendais pas forcément à ça. Mais les 10 millions, j'y pense tous les soirs. Je me réveille dessus, je me masturbe dessus, donc je pense que c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Hein. Il est bon, il est bon. Eh, sors ce skin un peu plus souvent, frérot. Et range les autres skins de merde dans ta collection Fortnite. Alors moi je vais pas. Allô. Alors, je vais pas faire de la méchanceté gratuite comme les autres. Ça veut dire qu'il va en faire. J'attends le médici. Tout à l'heure, je crois que toi tu comptais te différencier par rapport aux autres parce qu'ils faisaient des prix déloyaux. Mais si tu rencontres un concurrent loyal, comment tu fais? Ce serait quoi ton avantage concurrentiel? Encore une fois, aujourd'hui, bon, j'espère que c'est pas votre cas, mais on vit dans un monde d'assistés. Et simplement, moi, voilà, la plupart des gens avec lesquels je travaille ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de voir la même personne au quotidien, d'être rassurés, parce que bah, voilà, il y a plusieurs personnes dans le bâtiment, donc ils savent que les subventions, bah, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas forcément, et c'est quelque chose de bien réel. Donc c'est vraiment de rassurer le client et puis aller de l'avant avec lui. Hein. Ah, attendez, avec le micro. Comment? Attends, juste abaissez avec le micro, les gars. Vas-y. Clément, donc pour poser quelque chose, déjà moi et Clément on se connaît depuis très longtemps, on est au collège ensemble. Et là, j'espère que tu es prêt. Allez, vas-y, je t'attends. je vais être très gentil avec toi. Là, c'est pas du business, c'est personnel, les gars. Clément, quand il était jeune, il était assisté. Il pouvait pas écrire. Et moi, je crois pas en toi. Toi, là, je crois que tu vas sortir le million. Tu crois que tu vas sortir les 10 millions? Et tu vois, c'est ça qui est beau avec la vie, tu vois. C'est, je la baise. Je la baise. Et c'est pour ça, c'est pour tous ces gens. Dans quelle position? La levrette, avec une petite fessée qui fait plaisir. Tu vois et voilà, simplement, bah, des gens comme tout le monde le sait, il y a des petites putes, il y a des gens qui croiront pas en toi, et je crois en ce que je fais. Malgré, voilà, il y a des concurrents, il y a pas mal de choses, mais je sais que déjà moi personnellement, je me sens unique, je suis unique, et ma boîte va être unique, et voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. On peut l'applaudir, les gars, il a plié ce putain de game. Allez, vous pouvez le hugger maintenant. Lourd.
Et vous voyez, quand on veut rendre service à quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on fait ça. Si t'as pas des gens comme ça dans ton entourage, t'es cuit. Il faut quelqu'un, tu fais la meilleure perf de ta vie, et là, il arrive, il dit « Ouais, c'était bien, hein. Tu veux que je te dise ce que tout le monde t'a dit hier? Ou tu veux que je te dise ce que je pense ?» Ah ouais. Ah ouais, dis-moi. Merci. Ouais. Bravo mon gars. Donc trouvez des gens dans votre entourage, faites vos talks, montrez vos projets, allez voir des gens qui sont loin. Dites-lui, vas-y, détruis tout, décortique, montre-moi. Et ensuite, vous prenez un papier, un stylo, vous dites étape 1, 2, 3, qu'est-ce que j'ai appris? Vas-y, j'y vais, je fais. Mehdi, il était bon, lui, il était bon. Putain, l'astuce, là, elle était bonne. L'autre, concurrent loyal. Ok, agnostique, athée, croyant, c'est bon ça. Et j'itère. C'est ce que je fais quand on me donne un conseil? J'envoie une capture d'écran le lendemain. Ça y est, je l'ai fait. C'est quoi l'étape suivante? Bah ouais. Sinon, ça sert à rien, les gens ils parlent dans le vide. Le mec, il fait 100 millions, il te donne un conseil, t'es là, tu fais rien, tu bouges pas. Alors, au bout de 2 minutes, il va dire laisse tomber, je donne pas de conseil à lui. T'as pas besoin de tout déballer tout de suite, d'être aussi bon. Théorie, parce que je vous ai expliqué les étapes financières, mais pas comment faire pour passer ces étapes financières. Vous connaissez tous la stratégie Michel-Ange ou pas? Levez la main ceux qui connaissent. Ok, 2. Donc Michel-Ange, un jour il était en Uber. Déjà il galérait parce qu'il n'y avait pas de Uber sur Paris. T'as vu les mecs, ils n'arrêtaient pas d'annuler et tout. Tu vois. Donc il avait le seum. Hop, après il prend son Uber, il arrive chez son pote à la Courneuve, et son gars en fait, qu'est-ce qu'il a dans son salon? Il a un gros bloc de bois. Massif. Et là Michel-Ange, il regarde et dit wow. Son pote il dit quoi? C'est du bois. Mais il dit c'est pas du bois, c'est un cheval. Mais il dit il n'y a pas de cheval. Il dit si, il y a un cheval en dessous. Et il dit comment on fait? Il dit c'est très simple. Il faut juste enlever le bois qui est en trop. Donc moi quand je vois un cheval, une putain de licorne, j'enlève le bois qui est en trop. Ne résiste pas. C'est mon métier, sculpteur. Donc quand vous tombez sur des sculpteurs, ne résiste pas. C'est son putain de métier de sculpter des humains. Laisse-toi faire, avance. Et après les miracles vont arriver. Et vice-versa, parce que l'élève apprend autant du maître dans une bonne relation. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez premièrement calculer l'awareness. L'awareness c'est quoi? Personne ne sait, sérieux? Levez la main ceux qui connaissent Eric Thomas. Levez la main ceux qui connaissent Nassim Nicolas Taleb. Levez la main ceux qui ont lu un livre de Bourdieu. Okay. Tu vois, niveau d'awareness de Bourdieu, il descend. Levez la main ceux qui ont lu L'Orientalisme de Édouard Saïd. Une personne. L'awareness. Quand j'arrive devant 130 personnes, combien de gens peuvent me dire qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vends? Et combien ça coûte? Et ça doit être ta mission. Et pour ça, il te faut quoi? Des putains de chevaux de Troie. Comment les Troyens, ils rentrent dans la ville, ils frappent à la porte, ils font la guerre. Ils ont un putain de cheval de Troie, mon pote, pour rentrer dans la ville. Est-ce que moi j'ai un cheval de Troie? Vous l'avez vu, mon cheval de Troie? Vous l'avez pas vu? Parce que si tu reconnais un cheval de Troie, ça n'en est plus un. Vous voulez que je vous le montre? Un putain de cheval de Troie d'enculé, que personne n'a vu. Je suis rentré dans Troie, mon pote. Je suis dans toutes les putains de Fnac. Ils y sont mes concurrents? Que dalle. Ils sont en auto-édition sur Amazon. Prends ça dans ta gueule. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? 10 ans. Ça fait combien de temps que je suis là? 3 ans. Merci. Quel est ton putain de cheval de Troie pour rentrer dans la ville et l'envahir avec des Spartiates et mettre tout à feu et à sang? Parce qu'ils n'auront aucune pitié, comme il a dit Mehdi, à entrer dans ta ville et à tout te prendre. Ils vont piller, ils vont violer les femmes, ils vont égorger les enfants, ils vont envoyer des avocats, ils vont rien te laisser monter. Et tu sais ce qu'ils vont faire s'ils ne peuvent pas t'atteindre? Ils vont se servir de ceux que t'aimes. Ouais. 10 millions. Vas-y, va vers les 10 millions. Tu vas apprendre beaucoup de choses sur l'humain. L'awareness, le premier contact. Quand j'étais dans l'humanitaire, la différence entre moi et les autres, c'est quoi? Je ne fais pas d'humanitaire. J'ai monté une putain de start-up. Donc je prends une fille et je la forme. Toutes les techniques de communication. Et je lui apprends comment vendre. Des puits. Vas-y, vends. Et je me rends compte que j'ai fait une erreur. Parce qu'elle n'est pas sur le même niveau de fréquence que moi. Je lui explique des trucs, mais elle ne comprend pas. C'est normal, elle ne peut pas comprendre. Donc un jour, je lui dis, tu sais quoi? On va jouer. Tu vas t'habiller et tu vas parler que en arabe aujourd'hui. Et tu vas aller dans Paris. Dans cette boutique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vendeur qui parle arabe. Je le sais, j'y vais. La fille, elle parle anglais. Donc tu lui dis que tu es un pays du Golfe, que tu es toute seule, que tu te promènes sur Paris. Et tu lui dis que tu vas acheter pour 10 000 € d'affaires aujourd'hui. Elle y va.
tout impressionnée. Elle arrive. Bonjour madame, comment allez-vous? Vous voulez vous asseoir? Oui, je voudrais faire ça parce que là j'ai un truc shopping, 10K, vous pouvez. Ah, oui, oui, oui. Vous voulez boire un café? Oui. C'est un café dans une tasse. Qu'est-ce que vous voulez comme capsule, truc? Ah, on choisit les capsules. Bien sûr qu'on choisit les capsules. Crois quoi? Elle lui montre les vêtements, elle a une cabine privée. À un moment, il y a du monde, ça va vous déranger, madame. Venez, on va dans l'endroit sur mesure. Et on le privatise pour vous. Putain, merde, il y a un endroit sur mesure. Oui, regardez, cette chaussure, madame, a fait 15 000 €, c'est du crocodile. Pour votre époux, peut-être, ça peut l'intéresser. Voyez ce costume, il fait 25 000. Vous voyez là? Elle apprend, elle modélise. Et après, quand elle revient, je lui dis, tu vois ce que tu as appris aujourd'hui? Je pense qu'un mec qui finance un puits, il mérite moins de respect qu'un mec qui achète des pompes à 15 000 €. Pour son père qui est mort, il a envie de faire un puits, le gars. Il s'est saigné, putain, c'est tout ce qu'il a. Et il doit être dans une ONG pourrie. Et un café dégueulasse. Non. Comme tu as été reçu, tu vas les recevoir. Donc quand je vous emmène ici, c'est pas que pour le fame. Parce que je sais que quand tu viens ici, qui a pris une chambre ici, levez la main? Quand tu dors ici, quand tu sens le savon d'ici, quand tu vas dans la douche d'ici, quand tu vas au spa d'ici, quand tu manges le petit déjeuner ici, quand tu entends les serveurs qui te parlent ici, ensuite tu sais le répliquer dans ton entreprise. Mais tes concurrents, ils ne savent pas, ils ne viennent pas ici. Ils ont peur d'entrer. Tu vois, quand tu arrives la première fois ici, tu te dis, merde, est-ce que je serai à la hauteur? Et bien sûr que tu es à la hauteur, mon gars. Bien sûr. Il n'y a plus de racisme quand tu entres ici. Tu le sais très bien. Les gens ils te voient et disent, je ne sais pas. Donc techniquement, fils de pute. Mais fils de pute blindé. Donc beaucoup de respect. Ici, il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de noir. Tu peux avoir des taches sur la peau, tu peux être brûlé. Vous n'en avez rien à foutre. L'argent, ça met tout le monde d'accord. Ouais. Je dis souvent, j'ai 2 petits garçons dont j'ai la responsabilité sur Terre. Ce pas mes fils. Mes fils, non. Ils ont décidé de s'incarner dans cette famille. Bon, je fais de mon mieux. Et il me dit souvent, ouais, je vais apprendre l'italien, je vais apprendre l'espagnol, etc. Je lui dis, c'est de la merde. Oh, il me dit, pourquoi? Je lui dis, il y a 2 langues dans le monde. Il me dit, lesquelles? Je lui dis, l'anglais et l'argent. Tu sais parler les deux, tu vas n'importe où, tu te débrouilles. Laisse tomber l'italien et l'espagnol, ça sert à rien. C'est du bullshit. Premier contact. Le premier contact qu'ont les gens avec ton entreprise, c'est quoi? C'est quelle vidéo? C'est quelle image de toi? C'est quelle texture? Si ton entreprise était une texture, ce serait de la soie ou c'est du Zara? Si ton entreprise était un goût, c'est un ristretto ou c'est de la carafe là? Ah ouais, bien sûr. C'était une odeur. C'est l'odeur qu'il y a dans les couloirs ou c'est du Axe? C'est ça le premier contact. Les coordonnées. J'ai rencontré une fille une fois, c'était marrant. Bon, je ne citerai pas son nom, je le citerai dans la même émission que les 2 imams qui sont partis à Dubaï avec 1 million. Elle a, je crois, 1,5 million sur YouTube, sur Facebook, c'est une folie, etc. Et donc je parle avec elle et je lui dis, mais tu fais combien par mois? Les bons mois, elle fait 1 500 €. Je lui dis, tu vois, moi, j'avais 100 000 à l'époque, un truc comme ça. Je lui dis, j'ai 100 000. Et je fais 100 000 €, putain. Une balle, un mort. C'est la guerre, mon pote. Tu gaspilles des munitions, t'es Rambo, tout comme ça. C'est du cinéma. Tu gaspilles des balles. Quand je tire une balle, je bute un mec. J'envoie un mail, j'envoie une image, j'envoie quelque chose, je récupère un téléphone, un email, et ensuite j'écris. Je suis fréquent pendant 10 ans. Qui est abonné à ma newsletter depuis très longtemps? Est-ce qu'il y a un dimanche, putain, où t'as pas reçu un email? Jamais. Je suis là, mon pote. Le client, il se dit quoi? Il dit, lui, c'est pas un hassa, il veut le droit, le mec. C'est ça que tu veux. L'intérêt pour ton produit. Qu'est-ce qui suscite ton produit? De l'intérêt ou rien du tout? De la répulsion? Super. Pourquoi c'est bon la répulsion? Autant que l'attraction. Tu sais, dans Seven, si vous n'avez pas vu ce film, à la fin, il est dans la voiture. Il va annoncer au détective Brad Pitt en fait, qu'il a buté sa femme. Et il est en train de le préparer psychologiquement. Et il lui dit, les gens ne comprendront pas mon œuvre. Mais ils ne pourront pas l'ignorer. Moi, tu ne peux pas m'ignorer, mon pote. Je sais où te faire mal. Facile à offenser, facile à piéger. Tu fais ça. Le remplissage du bon de commande. Tu remplis combien de bons de commande? Des commerciaux qui rappellent ces gens. Stratégie Jade. Pourquoi vous n'achèterez jamais notre produit? Ou qu'est-ce qui fait que? Parce que le pourquoi amène à se justifier. Le qu'est-ce qui fait que explique un processus. Que tu peux comprendre pourquoi ils pensent comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que? Parce que c'est toujours en réaction à toi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui fait que? Et là, tu peux t'améliorer. Qu'est-ce que vous voudriez absolument voir dans ce genre de produit? C'est pas normal pour vous qu'il n'y ait pas ça. Le client, il sait, lui. Qu'est-ce que vous désireriez? C'est pas là, mais si vous l'aviez, vous seriez content. Et en bonus, si vous m'achetez un truc et que je vous offre un bonus que vous kifferiez, ce serait quoi? Là, je vais dire, ah, j'aurais bien aimé peut-être ça, etc. Un truc. Ok, super. Tu le fais 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et à la fin, tu as un putain de produit qui est en dehors de la concurrence. Les gens sont là. On peut m'amener un escabeau, s'il vous plaît? Je voudrais leur montrer où ton produit est. Parce que les autres ne font pas ça. Le premier achat du client, très important. Tu vends un produit une fois, c'est très dur. Vendre un deuxième produit, c'est moins dur.
Donc il vaut mieux vendre plusieurs produits au même client que de chercher des clients différents tous les jours. Donc normalement, Mehdi, tous ceux qui sont dans l'IMO ou peu importe qui, normalement il achète tout ton catalogue. S'il n'achète pas, tu lui poses la question. Pourquoi il n'a pas acheté? Qu'est-ce qui fait que? Le rachat, combien de gens rachètent? Et combien de gens te recommandent à leurs amis? Et comment ils te recommandent? Et quand quelqu'un dans la pièce te défonce, c'est ce qu'ils te défendent. Ah ouais, te défendent, putain, t'aimes bien. Et ensuite, tu t'amuses à quoi? Tu mesures tout ça, d'accord? Awareness, combien de personnes sur 100 me connaissent? Sur tant de gens qui regardent ma vidéo, le premier contact, je prends combien d'emails, combien de numéros de téléphone? Tu le mesures. Je suis à 10%, je suis à 7%, je suis à 3%, je suis à combien? Tu t'en fous au début. L'intérêt pour le produit, tu mesures tout. La recommandation, combien de gens me recommandent? Tu fais un système de bonus, de points, de cartes à remplir. Tu leur fais des pourcentages. Et ensuite, c'est quoi ta mission de vie pendant 10 ans, 3 ans, 2 ans? Peu importe en combien de temps tu veux devenir millionnaire, c'est quoi ta mission? 1% par 1%. Tu es dans une putain de tranchée. On est en 14-18. Tu vas ramper. 1% par 1%. Mais tu sais qu'à la fin, tu auras les plus beaux compteurs qui existent. Tu ne seras pas à 100%. Tu peux... une putain de tranchée. On est en 14-18. Tu vas ramper. 1% par 1%. Mais tu sais qu'à la fin, tu auras les plus beaux compteurs qui existent. Tu ne seras pas à 100%. Tu ne peux pas être à 100% partout. Et tu n'as pas envie. Il y a deux mecs. Allez bien, c'est ça, j'aime bien. Il y a deux mecs. Un jour, ils sont tombés d'un bateau. Tu dis que je le rappelle après. Il y a deux mecs qui sont tombés d'un bateau un jour. Et il n'y en a qu'un qui a survécu. L'autre, il a été bouffé par un requin. Et puis le survivant, il est à la terrasse d'un café un jour, il revoit un pote, il dit putain, j'ai entendu l'histoire, t'es passé aux journaux et tout. Il dit ouais, ouais. Il dit putain, ça a dû être chaud. Tu non, pas trop. Bah, il y avait un requin quand même. Hein. Il a dit là, putain, faut nager super vite. Pas du tout. Il dit comment t'as fait? J'ai juste nagé un tout petit peu plus vite que le deuxième mec. Pourquoi tu cours, mec? Pourquoi tu t'affoles? Regarde tes concurrents, mesure leur vitesse de pointe et nage un tout petit peu plus vite. T'as pas besoin de tout déballer tout de suite, d'être aussi bon, de te faire mal, de pas voir tes enfants, de pas prendre du temps pour toi, ta spiritualité, tout ça. Non, t'as tout ton temps, mec. Parce que ce tableau, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est pas tout le monde qui se fait chier à le remplir, à l'améliorer d'1% tous les jours. Mélanie, elle est là. Saint-Denis, petite salle. Et après, 200 personnes là-bas à Paris, à l'hôpital. Et prêt. Et on continue. Et après, vous avez quelqu'un qui va venir tout à l'heure, une surprise pour vous. Vous croyez que j'ai fini? Ah, vous croyez le Ritz, c'est le maximum que je peux faire? Putain, je fais que m'échauffer, les gars. Et quand il va monter sur scène, vous allez comprendre, vous allez dire ah, le fils de pute. Et si personne ne le dit dans la salle, je le dis. Donc quand vous allez entendre, vous avez intérêt à dire ah, le fils de pute. Quelle est l'objection principale? Quel est l'argument qui fait la différence? Et on ne demande jamais quel prix vous pouvez payer pour mon produit. On demande quoi? Quel prix maximum vous seriez prêt à payer pour mon produit? Bien sûr. « 10 000 balles, 25 000. » C'est de qui ça? Personne ne sait? Kiyosaki, exactement. C'est dans quel livre? Exactement. Donc, le quotient financier, ça se muscle, comme le quotient émotionnel. Il y a des Arabes dans la salle, levez la main. Il y en a, ils sont ça comme. Voilà, ils ont honte, frère. Ouais, mais j'ai le passeport français. Je vais te gifler, tu vas voir, c'est un passeport français. Tu manges des msemmens, si tu me racontes. Arrête tes histoires. Et toi, avec le collier en perles. Sale arabe de merde. Déjà, t'as dit le mot souci, donc t'as un souci. Non, non, deux non s'annule. Ça fait un oui. Tu commences à te gratter, tu te caresses pour te procurer de la réassurance. Tu réajustes ton bracelet parce que tu ne peux pas te réajuster dans la salle. C'est physique, c'est mathématique. Et maintenant, tu te justifies. C'est tout ce que tu peux faire. Ok. Ça ne doit pas t'agresser, ça. C'est sa croyance. Mais encore, qu'est-ce qui te fait dire ça? Celui qui pose les questions, c'est celui qui mène la danse. J'ai amené une affirmation. Pose-moi une question. Pourquoi je pense ça? Qu'est-ce qui fait que je pense ça? Ça peut être intéressant. Tu as plein de choses à apprendre de moi. Ne réagis pas. Sois proactif. Sois invisible. Ne montre pas ta carte du monde. Pose des questions sur la carte du monde de l'autre.
t'insulte toi, mais demain on va insulter votre produit, on va vous regarder, on va dire t'es trop comme ça, t'es pas assez comme ça, t'aurais dû faire ça. Qu'est-ce qui fait que? Jamais, absolu. Laisse la forme, laisse les critiques faciles. Prends, tire, prends-lui tout. Donc premièrement, savoir gagner davantage d'argent, parce que plus vous gagnez d'argent, plus votre QI1 est élevé. Tu gagnes beaucoup d'argent, QI1, t'es au top. QI2, savoir protéger et préserver son argent. 10 millions au début, il m'a dit quoi? C'est du CA. Ou c'est ce que je peux tirer? Au DAB, tous les jours. Bah ouais. On a plein des infopreneurs, des mecs comme ça. Ouais, non, machin, un truc, il reste combien à la fin? Frérot, tu fais du dropshipping, il te reste rien à la fin. On enlève la pub Facebook, on enlève le produit, t'as plus rien, mon gars. De quoi tu parles? Optimiser sa fiscalité. Ne pas perdre d'argent. Je gagne 10, il reste combien à la fin? 8. Tu sais ce qui doit se passer? Quand tu vas voir un avocat, quand tu vas voir un fiscaliste, quand tu vas voir un mec et que tu lui expliques quelque chose, et tu te dis, vous marchez combien? Quand tu lui dis le chiffre, il doit faire, oh, c'est beaucoup, c'est énorme. S'il ne fait pas ça, c'est que c'est pas assez. QF3, plus la part de vos revenus est générée par de l'argent passif, donc épargne, investissement, crypto, plus votre QI3 est élevé. Moi, techniquement, en toute sincérité, radical, je vous jure, vous savez, il est quand mon week-end là? Ces 2 jours-là, c'était mon week-end. Ça, c'est ma passion. Je suis à la retraite, moi, les gars. J'ai suffisamment pour vivre jusqu'à la fin de mes jours sans plus jamais travailler. Ça, c'est ma passion. Ce n'est pas mon travail. Il ne faut pas confondre. Je fais ça par passion, par plaisir, par partage. Pas parce que j'ai besoin de cet argent. C'est pour ça que je m'en fous de la dépense. Je m'en fous de la marge. Et c'est pour ça que mes concurrents ne viendront jamais ici. Ou ils le feront après parce que je l'ai fait. Stratégie Tupac Biggie. Hein, t'as baisé cette main, je viens la baiser pour te mettre le seum. Et frérot, tu m'as mis le seum, rien du tout. Tu prends les restes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis déjà ailleurs, vas-y, si ça te fait plaisir, franchement. Si t'as que ça à faire, si c'est comme ça que tu crois que tu vas me blesser, pas du tout. Ça, c'est important. Je gagne, je vais voir des mecs qui connaissent les cryptos, etc. Vas-y, montre-moi. Je vais voir un mec qui connaît l'IMO, vas-y, montre-moi. Effet de levier, la France, qu'est-ce que tu m'as raconté? Ah, la France, paradis, oui, parce que tu peux jouer. Ah, ok, super. Vas-y, je prends. En fait, je dois vous rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par les packs gestionnaires hier, le pack à 5000, c'est que, Nathan, ce qu'il n'a pas dit, c'est que c'est CPF. Donc vous pouvez prendre avec le CPF le pack à 5000, ce qui est très avantageux. Le pack crypto-bourse, excuse-moi, le pack à 1005, excusez-moi, autant pour moi, il est CPF. Donc tu peux le prendre avec ton CPF, et voilà, compte professionnel de formation. Voilà. Donc c'est très intéressant. On avait oublié de le dire. Et le QF4, savoir faire fructifier son argent. Plus le rendement de vos investissements est élevé par rapport au capital investi, et moins vos investissements sont risqués, et donc plus votre QI4 est élevé. Comme il vous a montré, je mets 10, à la fin j'ai 7000 en plus. On multiplie les pains. Et le QF5, savoir améliorer son information financière. Plus vous arrivez à comprendre, analyser et donner un sens à l'information financière et à être maître de vos décisions, plus votre QI5 est élevé. Les mots métaverse, les mots crypto, les mots bitcoin, les mots ether, les mots SASU, les mots holding. Tous ces mots-là, c'est des mots que vous devez avoir dans votre vocabulaire. Et plus tu as de mots, moins tu as de mots inconnus, tu es dans une pièce avec des mots nouveaux, plus c'est facile. C'est quoi un Ether? Ça vaut combien? Il a combien le cours de l'Ether? Ok, il y a combien d'applications de NFT? C'est quoi l'application principale? Tu as quoi dessus? Tu as essayé? Vivi, c'est quoi? Tu dois savoir tout ça. Et à la fin, tu muscles ton cerveau. Et à la fin, tu es à 360 degrés. Et quand tu balances une information dans ton cerveau, popcorn. Popcorn dans un micro-ondes, ça explose. Stratégie Saphir. Du nom du premier garçon dont je suis le papa. Il m'a dit, ouais, vas-y, crée un truc. J'ai dit, stratégie Saphir, ça te plaît? Il m'a dit, ouais, je kiffe. Après, il est parti jouer à Fortnite. J'étais tranquille. Donc, Saphir, ça veut dire quoi? Non, je vous le donnerai dans la vidéo que vous allez recevoir après. Comme ça, vous la regardez. Je suis un bâtard. Hein. Ah, il y en a qui vont dire, ah, je regarde après et tout. Non. Inception. J'ai fait tourner la toupie dans ta tête, c'est mort. Tu sais pas si le film à fin c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça, tout le monde connaît ce tableau? Pas lever la main ceux qui ne le connaissent pas? Ok, pas assez de gens, on tourne. Les gens ils te disent souvent comment on fait pour faire de l'argent. On fait comme ça. Comment on mange un éléphant? Morceau par morceau. Pour faire 100 000 euros, des gens à 20 euros, il en faut combien? 5 000. 5 000, tu fais comment? Il te faut de la pub Facebook, il te faut de la pub Insta, il te faut du TikTok, il te faut de la masse. Tu es tout en bas de la pyramide. Tu tapes dans les one too many. Tu tapes dans tout le monde. Tu tires dans le tas. Tu balances des grenades. Il te faut du volume. 100 euros. Ah, il te faut que 1000 personnes. 1000 personnes au téléphone, c'est possible ou pas tout seul? Machine de guerre? Non, pas possible. C'est possible. 100 personnes en un mois déjà, si tu les suis, si ensuite tu fais du suivi, que tu leur réponds, que tu as des WhatsApp avec eux, déjà tu es au bout de ta vie. Je l'ai fait. Ils t'appellent, tu as la muscu, ils te hantent. 500 balles. Putain, 500 balles, il ne faut plus que 200 personnes. Mince. 200 personnes, tu peux les gérer en one-to-one? Ouais. C'est toi maintenant. Toi et ton téléphone. Allô? Ouais. Premier client. Absolu, jamais désiré. Bonus. Absolu, jamais désiré. Bonus. Calepin. 1000 balles. Voilà, il ne faut plus que 100 personnes. 5000 balles, il te faut 20 personnes. 10 000 balles, 25 000, 100 000, une personne. C'est comme Léon. Qui avait vu le film Léon?
rappelles ce qu'il dit? Le couteau, c'est quand? Quand est-ce que tu apprends à manier le couteau pour les tueurs à gages? Tout à la fin, quand tu es très fort. Plus tu es bon, plus tu te rapproches de la cible. Quand tu n'es pas bon, tu utilises un sniper. Tu tires dans le tas. Plus tu es bon, plus tu vas au couteau. Et donc moi, ce que j'ai choisi quand je faisais de l'humanitaire, quand j'étais en mode start-up, j'ai pris directement cette approche, don majeur. C'est quoi ma différence? L'humanitaire, c'est de la merde. On se fout de votre gueule. Il vous plume. Moi, ce que je fais, j'ai 100 plaquettes avec 100 projets. Tu sais comment je sais que c'est des projets? Parce que je suis parti moi-même, en écho, en Afrique, prendre les photos que tu as dans ton document, mon pote. Je les connais. Pose-moi n'importe quelle question sur n'importe quel village, je connais mon métier. Tu veux un projet? Tu veux quoi? Un puits? Dans quel pays? Quel type de puits? T'as combien? Voilà, il y a 3 produits, ils sont là, prends-les. Tu les veux ou pas? Si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. C'est très 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 violent, mais c'est très 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 efficace. Et ça, je vous le donne en bonus, la matrice créa. Qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu peux renforcer pour t'améliorer? Qu'est-ce que tu dois atténuer qui est en trop? C'est à ça qu'ils servent les mentors dans ton entourage. Ah, c'est super, hein, mais il y a juste un truc, si tu pouvais enlever ça, arrêtez de faire ça quand tu parles, ça sera encore mieux. Ah, merci. T'avais vu? Bah non, c'est à ça que tu sers, sinon tu ne sers à rien. T'es un yes man. Tout oui. Oui, oui. Ah, oui, oui, c'est pour les enfants, c'est pas pour les grands. Et qu'est-ce que tu dois absolument exclure? C'est en trop. Ça te fait plaisir de le mettre? Oui, mais le client, il en a rien à foutre. Donc laisse tomber. Rien à foutre. Et je dis, mais t'étais sûr de ton coup? Je vous avais promis ça. Les secrets des indestructibles, vous vous rappelez ou pas? Oui. Les secrets des indestructibles, vous vous rappelez ou pas? Voilà. Que tes coups de structure sont conventionnels ou disruptifs. Je m'explique. RTL. Qui connaît RTL? Levez la main. Ok. RTL cas d'école. Alors, je vais faire vraiment un résumé. C'est le plus gros groupe en Inde. Ils ont les pylônes, ils ont tous les mecs, ils contrôlent, c'est des milliards. C'est à vomir. Ils font des transactions. Vous savez quoi? Le montant, il est caché. Personne au monde a le droit de voir le montant tellement c'est sale. Un jour, ils font venir un mec comme moi. Approche systémique selon l'école de Palo Alto. Le mec, il dit, un truc qui ne va pas. Parce que comme tous les empires sur Terre, au bout d'un moment, vous allez vous écrouler sous votre propre poids. Donc on va faire un truc. Vous allez vendre tout ce qui est chiant. Les pylônes, l'entretien, tout ça. Et vous allez ouvrir des magasins et vous allez vendre des cartes prépayées. Parce qu'en plus, les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que là, on arrive à un moment où les pylônes, tout ce que vous avez installé, va falloir le rénover, va falloir le changer. Ça va être compliqué. On va entrer dans une mauvaise phase. Qu'est-ce qu'ils font les mecs? Transactions de fous dans le monde entier. Regardez, 3500 pylônes, on n'a même pas le droit d'annoncer les prix. Ils le vendent à des compagnies, les mecs, ils blanchissent de l'oseille, ils se disent, bon, on va faire du putain de fric. Erreur. La société fait un carton. Ils font quoi? Ils vendent des cartes prépayées, mon gars. Ils sont milliardaires, ils ont tout compris. Ils ont été dans un modèle économique qui coûte rien et qui rapporte un max. Vous vous rappelez de Nike, quand il y a eu cette photo qui a été diffusée? Scandale mondial. Un mec, il est entré dans l'usine, il a photographié un tout petit garçon. Il a l'âge de notre enfant, même presque. Et il est en train de fabriquer des Nike, il est tellement épuisé qu'il s'endort sur la chaîne de montage. Scandale mondial. Bad buzz. Tout le monde dit Nike, ils sont terminés, mon gars. Et là, ils font venir un mec comme moi, un putain de hacker, qui dit les mecs, putain, ils viennent de nous rendre un service de fou. Et Nike invente la chaussure en une seule pièce. Imprimante 3D, les gars. 40% inférieur le coût à celui de toutes les chaussures de course ordinaires. 3,7 fois plus de profit, 1,4 milliard de CA en plus chaque année. Grâce à quoi? Un putain de bad buzz. Il n'y a pas de bad buzz, mon gars. Il n'y a que des professeurs. À un moment, j'avais trop de coups quand j'étais dans l'humanitaire. Vous connaissez Revolut? Vous connaissez N26? Ils ont un siège? On peut aller les voir? Non, ils n'en ont rien à foutre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rendu le siège. J'ai revendu les meubles, les ordinateurs, tout. À partir de maintenant, vous travaillez chez vous, avec votre ordinateur et votre électricité. Pourquoi? Parce que putain, le donateur, c'est pas lui de payer ton électricité, ma belle. Ni ton putain de laptop que tu veux un Mac dernier cri. Tu le veux, paye-le. Pas lui. Tu veux pas? T'as rien à foutre chez moi, dégage. Plus d'électricité, plus de chauffage, plus de fontaine à eau, plus rien. Et ensuite, je peux dire quoi? Oh, oh, pourquoi on ferait un don à vous? Pourquoi? Parce que tu vas appeler toutes les ONG et tu vas leur demander combien ils prennent vraiment sur ton don, mon gars. Et je vais te faire une liste des 5 choses à leur poser comme question. Et ils vont commencer à parler chinois, les mecs. Parce qu'ils vous entubent. Parce que c'est un métier, c'est pas une passion. Fin du game. J'ai vendu tellement de projets, j'étais obligé chaque année, j'arrête, je peux plus, j'arrête, je peux plus, j'en ai plus, j'ai plus rien. Je contrôle ma croissance, je contrôle la qualité de mes pizzas.
Je m'affole pas. Ton argent ne m'impressionne pas, j'en ai rien à foutre. Ah ouais. Est-ce que ton business model a de bons switching costs? Alors je vous ai mis, le coût de sortie pour un client abonné, c'est les switching costs à un service et le coût psychologique et matériel à payer par le client pour se désabonner de ce service. Les indestructibles, ils ont ça. Indestructible 1. Qui a une PS4 dans la pièce? C'est bon, t'achètes des jeux. Tu veux changer? Il faut que tu achètes une Xbox. Déjà, ça te fait chier. Déjà, il n'y en a plus déjà des Xbox, parce qu'il n'y a plus de silicium, donc tu es dans la merde, il faut l'acheter plus cher. Et en plus, tu es habitué au graphisme, tu es habitué à la manette, tu es habitué à tout. Tu as ton abonnement, tu as tout. Va sortir d'un abonnement PlayStation. PlayStation, ils ne vendent pas des consoles. Tu te trompes. Le putain de cheval de Troie, c'est son abonnement. Son PS Plus, avec 50 millions de gens qui ont un abonnement à 9,99 par mois. C'est là où il est l'argent. Pas dans une console où il n'y a plus de silicium sur Terre pour les fabriquer, ils en ont même plus. Kindle. Qui a commencé à acheter des Kindle, que ce soit sur ordinateur ou sur liseuse? Ça y est, mec. Tu comprends que tu peux partir en voyage avec 10 000 livres dans ta poche. C'est fini les gros livres dans ta valise. C'était dans l'ancien temps. Kindle, mon gars, ils t'ont verrouillé dans une application. Tu vas tout acheter là-bas. Bon, non, je préfère pas en parler parce que là, c'est insolent. Là, c'est trop. Les fils de pute. Je vous fais la scène, c'est un sketch. Eh Michel, ouais. Eh viens on les baise. Ouais vas-y, on les a pas baisés depuis longtemps. Eh qu'est-ce qu'on leur fait aujourd'hui? Ah, j'ai une idée. Tu sais ce qu'on fait? On récupère toute la merde de café que personne veut. La merdasse. Les fonds de culasse. On leur fout dans les capsules. Ah merde, ils vont voir. T'es con quoi? Qui va ouvrir la capsule? Et personne. Levez la main ceux qui ont ouvert une capsule pour voir ce qu'il y a dedans. Et tu vois, ils sont cons, et personne, il y en a deux. Et on va marcher comme des malades. Pas comme l'autre, la loyauté, le chauffage, la connerie. Ouais, mais ils vont comprendre. Mais non, t'es con. On va faire des couleurs comme pour les enfants. Il y aura du vert et du bleu, on va faire des collections, les fils de pute. Putain, on va les niquer. On va faire du marketing, on va prendre Georges Clooney, l'enculé. On va les niquer. New York, 18 septembre 2001, 14h34. Michel et John. 10 ans plus tard, les enculés, on a tous une espresso chez nous. Ils nous ont niqué. Ouais. Bon là, pas rien. Voilà. Fin du game. Cheval de Troie. Non, non, c'est un iPod. C'est juste pour voir. Juste pour voir. Ah, mais tu veux pas l'ordi qui va avec, truc? Ah merde, j'en ai partout. Est-ce que ton business model a des revenus récurrents? Bah ouais. Revenus récurrents tous les mois. Revenus récurrents tous les mois. Qui a un abonnement iTunes? Levez la main. C'est beau. Qui l'a depuis au moins 1 an? Qui l'a depuis au moins 2 ans? Qui l'a depuis au moins 3 ans? C'est beau. C'est tellement beau. Tu vois le yacht dans le port de Miami? C'est nous. Qui lui avons payé? On lui a offert ce yacht. Est-ce que... Ah, elle est belle celle-là. Est-ce que tu gagnes avant même d'avoir dépensé 1 euro? Les indestructibles, ils font ça, mon pote. Putain, ça c'est incroyable. Ça. Ouais. Alors lui, vous pouvez aller voir cet article incroyable, et je vous montre. Bon là, c'est... J'ai mal à la tête. Le mec, il a inventé un stylo. Écoutez bien, innovation technologique. Quelqu'un est monté sur scène, il a dit l'innovation technologique du siècle, c'est les cryptos avant, c'est Internet. C'est faux. C'est ça. Donc je vous explique qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire. En fait, c'est que le bouchon est aimanté. Parce que tu es vraiment un cassos. Tu sais pas fermer un bouchon, quoi, tu vois. Depuis tout petit, tu savais pas. Et donc, en fait, quand tu l'approches, ça s'aimante. Et vraiment, on sait tous que c'est la fin le plus dur dans le bouchon. C'est pas le début. Tu vois. Et c'est aimanté, et c'est content. Ah, t'es content. 257 000 $ récoltés. 2 939 contributeurs. Putain, c'est beau. Tu sais ce qu'il a fait? Je te jure, le stylo n'existe pas. Je te jure que c'est la vérité. Je connais l'équipe. Une vidéo, un modèle en 3D. Il n'y a pas de stylo. Il a construit le stylo après. Je lui dis, mais si on te l'avait demandé de le montrer et tout, il dit, oh, j'envoie la vidéo, j'en ai rien à foutre. Et je lui dis, mais t'étais sûr de ton coup? La réponse, il m'a dit non. C'est pour ça que je me suis pas fait chier à faire un stylo avant. Putain. Bravo. Merci, maître. Il est fort, le gars. T'imagines comment il pense? Tu dis, oh, je sais pas si ça va marcher. Plus c'est gros, plus ça passe, on va tester. Il a plein d'idées tout le temps, il fait des vidéos tout le temps, il envoie. Il dit, bah là, voilà, ça a marché. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il propose à une grande boîte de le racheter. Stabilo, tout ça. Il dit, moi, ça m'intéresse pas. Je vous le vends. Je vends tout le concept, tout. Les plans, j'ai tout. Les licences, j'ai tout. Mais il a rien. Rien du tout. Hein. Il dit, vous l'achetez? Ouais, on pourrait faire une offre à 1 million, 1,5 million et tout. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fout. Eux, c'est un tampon. Il va voir les autres. Il dit, vous savez, Stabilo, on l'achète à 1,5 million. Merde. Il dit, vous savez quoi? On va l'acheter, même si on ne va pas l'utiliser. Pour pas que Stabilo l'ait. Le stylo n'existe toujours pas. Tu gagnes de l'argent comment? Alors, comment t'expliquer? Parce que c'est un peu technique. C'est long de t'expliquer. Faut que je te refasse tout le pitch, en fait, tu vois. Ah ouais. Alors, je finis avec ça, après on fait la pause. Purificateur d'air. Écoutez bien. Donc, il est parti chez Darty. Il a acheté un purificateur d'air.
Il a appelé un pote, complètement barré, un graphiste qui fume de la weed, etc. Ouais, j'ai une idée, parce qu'en fait, on va faire des alvéoles pour appeler, en fait, comme une ruche, tu vois. Et lui, il écrit, ah, la ruche, j'avais pas pensé. Pourquoi la ruche? Ouais, la ruche, tu vois, en fait, l'air serait comme du miel, tu vois, pur, ça serait la gelée royale de l'air, tu vois. Tiens, vas-y, prends du touchy, t'es bon, vas-y. 1 200 000 $ récoltés. Darty, 49,99 €, 20 € de shit livré sur Snapchat directement avec un faux Deliveroo, dans une fausse boîte à pizza pour pas se faire griller. 1 200 000 $. Véridique. Ah ouais. Hein. Et est-ce que vous faites travailler votre public gratuitement, votre communauté? Facebook, c'est vous. Wikipédia, il y a un mec qui écrit des articles? Non. Il a créé le site internet vite, mon gars. Putain. C'est les gens qui l'ont rempli. Et est-ce que votre business model est scalable? Alors là, je vous montre un cas d'école. C'est peut-être le pire des fils de pute que vous avez jamais vu en termes de scalabilité. Le mec, il est à la plage, il est au parc avec un petit garçon, il fait le con, il mange au Meurice des repas à 500 €. Et pendant ce temps, il gagne de la putain de thune. Booster d'excellence, la formation en ligne de référence. Ça me demande du travail? Oui, une fois. Et ensuite, je le vends 10 000 fois. Est-ce que c'est scalable? Si j'en vends 10 000 en un jour, je dois travailler plus? Non. Les indestructibles. Merci. Sincèrement, et ceux qui me connaissent, voilà, enfin, c'est quelque chose que je dis très régulièrement, 10% de travail égale 10% de réussite. Incroyable nouvelle et une incroyable nouvelle. Je commence par laquelle? L'incroyable, ok. L'incroyable, c'est que l'exercice de visualisation, vous l'aurez où? Non, il n'y a pas de demain. Demain, je me fais masser, mec. Avec ton argent. Par une putain de russe, mec. Vous l'aurez avec toutes les slides que je ne vous ai pas faites, parce que je n'aime pas courir, mais qu'en même temps, j'aime bien tout donner. On passe à l'incroyable nouvelle. Donc on a un premier invité qui va arriver, et on a un deuxième invité surprise qui n'était pas prévu au programme, mais avec qui on est en train de... Je préfère pas en parler, c'est à vomir. Il y en a qui vont pisser du sang des yeux et des oreilles. Et je voulais qu'il vienne devant vous, parce qu'il a cheminé longtemps, en fait, avant d'arriver là où il est. Et ça me semblait intéressant en fait, qu'il partage ça et que vous voyez eh ben, que quand on est un guerrier de la lumière, on s'entoure aussi d'autres guerriers de la lumière, chacun dans leur spécificité, et que c'est très beau à voir tout ça. Donc je vais vous demander de faire une putain de standing ovation pour Oussama Ammar et Taylor Chiche. Mets-toi là, mets-toi là. C'est pas grave. Vas-y, je t'en prie, mets-toi là. Donc, 1, 2. Je vais laisser Taylor s'exprimer. Qui connaît Taylor ici? On va tester l'awareness. Les autres, vous faites tout de suite Instagram, Taylor Chiche, s'abonner. Immédiatement. Et puis il va se présenter par son parcours, etc. Il va vous dire quelques mots. Et puis ensuite, on laissera la place à Oussama, bien évidemment. À toi, frérot. Okay. Tout le monde m'entend, c'est bon? Ok. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Taylor, mon prénom et mon nom de famille Chiche, donc Taylor Chiche. Déjà, c'est un honneur de venir ici. C'est pas du tout prévu, je vous cache pas, donc je n'ai rien préparé. C'est vraiment du freestyle complet, mais on a l'habitude. Donc je vais vous expliquer en 5-10 minutes mon storytelling, d'où je viens, ce que je fais, et après je vous raconterai une petite histoire. Donc j'ai commencé, j'avais 15-16 ans quand j'ai arrêté l'école, et je vendais des sous-vêtements pour femmes sur les marchés. Donc tout a commencé de là, et j'ai monté plusieurs entreprises. J'ai commencé par travailler dans le monde de la nuit, j'ai monté plusieurs restaurants, plusieurs boîtes de nuit, et vers 18-19 ans, je suis parti à Los Angeles, et ma vie a totalement changé. Tout ça pour vous dire que, avant de continuer un petit peu mon storytelling, c'est que dans la vie, il y a des opportunités. Il faut simplement savoir ouvrir les yeux, les reconnaître et vraiment s'écouter et ne pas écouter les autres. Parce que la plupart, on écoute des gens qui ne font pas ce qu'on a envie de faire, qui parfois soit vous disent de ne pas le faire par jalousie, soit parce qu'ils veulent vous protéger, peu importe. Mais je pense qu'il faut vraiment pas forcément écouter les gens et vraiment s'écouter soi-même. Parce qu'il n'y a que nous, enfin, moi je sais ce que je veux faire, vous savez ce que vous voulez faire, donc n'écoutez pas les gens, faites simplement ce que vous avez envie de faire. Quand je suis arrivé à Los Angeles, je suis passé vraiment de banlieue parisienne à être avec les plus grosses stars américaines. Pour ceux qui me suivent ou qui iront sur mes réseaux, vous pouvez vous rendre compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille avec la plupart de ces gens-là, je les accompagne sur énormément d'activités. Et aujourd'hui, donc, ma vie a vraiment changé. Donc, je suis vraiment dans la partie restauration. Donc, j'ai 4 enseignes de restauration sur 80 restaurants en France. Et je fais beaucoup de promotion immobilière et marchand de biens. Et à côté de ça, voilà, c'est vrai que j'accompagne aussi beaucoup d'entreprises, de personnalités et de gens sur la diversification des activités.
Et aujourd'hui, je fais partie d'une entreprise, donc je suis business partner d'une boîte qui est valorisée aujourd'hui à plus de 300 millions d'euros. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que mon destin n'était pas prévu comme ça. Je viens vraiment de banlieue, j'ai pas fait d'études et j'ai vraiment écouté personne. J'ai rencontré des gens, j'ai appris sur le terrain parce qu'en vrai de vrai, ce qui compte, la théorie c'est super, mais la pratique c'est ce qui est vraiment de plus important. Donc vraiment, ce que je veux vous dire, c'est que écoutez vous-même, n'écoutez pas les autres, faites ce que vous avez envie de faire quand vous avez envie de le faire. Donc ça, c'est un petit peu sur la partie storytelling. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a très peu de temps. Vous savez, quand vous réussissez dans la vie, peu importe, à chacun à votre échelle, il y a un facteur et il y a quelque chose que les gens disent assez régulièrement. Soit c'est grâce à ses parents, soit il a réussi parce qu'il a commencé avec de l'argent, etc., etc. Moi, j'ai entendu des centaines de choses me concernant pendant des années. Quand j'avais rien, personne ne me calculait. Et quand j'ai commencé à avoir beaucoup de business et à monter beaucoup d'entreprises qui sont valorisées aujourd'hui à plusieurs centaines de millions d'euros, bah là, la plupart des gens ils vous félicitent pas forcément, mais ils vont vraiment arriver sur un raccourci en disant oui, il a commencé avec de l'argent. Et il y a à peu près 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça, j'étais peut-être un peu plus, j'étais à un dîner. Je suis arrivé donc à un dîner qui n'était pas du tout prévu. Et donc on était une dizaine de personnes et j'ai rejoint une personne que je connaissais du coup. Et quand j'arrive, je vois que les gens font semblant de me connaître, pas de problème, je suis pas une célébrité, donc je comprends totalement. Et quand j'arrive à cette table, en fait, je me rends compte, au fur et à mesure du dîner, que 90% de la table, c'est-à-dire 9 personnes sur 10, me connaissent vraiment. Et là, ils commencent à me dire, mais tu fais quoi dans la vie? Mais en fait, ils savaient très bien ce que je faisais. Et là, bon, bah, il y en a un qui commence à boire un verre, l'autre qui a un autre verre, donc les gens commencent un petit peu à se désinhiber. Et là, une des personnes me balance comme ça en plein dîner. C'est facile quand tu commences avec de l'argent. Donc, si vous voulez, il y a à peu près 15-20 ans, là aujourd'hui j'ai 35 ans, et quand j'avais une vingtaine d'années, 22 ans, 23 ans, quand j'ai vraiment commencé à bien exploser dans mes différents business, j'essayais absolument de me justifier. Ouais, c'est moi, c'est trucs, c'est machin. Après, pendant toutes les années qui ont suivi, j'ai totalement arrêté de me justifier. Je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu peux pas empêcher de. Voilà, les gens pensent ça, c'est comme ça, c'est la vie. Pour moi, c'est simplement que les gens sont assez limités. Et aussi, ils se cherchent une excuse. Ils se cherchent une excuse en se disant, oui, ok, il a commencé avec de l'argent, donc c'est facile. Donc, j'ai pas voulu répliquer d'une manière trop virulente. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai commencé avec de l'argent. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai appelé le serveur. Et quand le serveur est arrivé, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner un bout de papier? Et je vous conseille de le faire si un jour, et pour ceux qui ont déjà réussi ou qui sont en phase de réussir, et je vous conseille de faire cet exercice parce que vous allez voir, plus vous réussissez, et plus vous allez avoir entre guillemets des haters dans votre vie. Ça fait partie du jeu. Donc, quand le serveur est arrivé, je lui ai demandé une feuille et un stylo. On était une dizaine à table. Donc, je me suis entendu retirer de la partie. J'ai pris le morceau de papier et je l'ai coupé en 10 morceaux. J'ai pris 10 morceaux comme ça, j'ai mis le nom de chacun. Et j'ai fait un tour de table. Je lui ai dit, ok, toi, donc tu me dis, j'ai commencé avec de l'argent, il n'y a pas de problème. Combien il faut pour commencer? Mais la personne m'a dit, moi avec 1 million, ouais c'est bon, ok super, ok, 1 million. Toi, moi 500 000. Je fais le tour de table. On arrive à un pot commun de, je sais pas, peut-être 7-8 millions d'euros. De toute façon, c'était quelque chose de personnel, c'est pas comme s'ils allaient faire un projet commun, mais je leur donne chacun un bout de papier. Et je leur dis, voilà, aujourd'hui je te donne un chèque de 1 million, toi je te donne un chèque de 500 000, toi 300 000, toi 800 000. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec? Aujourd'hui, tu as de l'argent sur ton compte, pas de souci. Je te donne 1 million. Moi, je veux que tu me ramènes 1,2 million dans 2 ans. Comment tu fais pour me donner mes 1 million de compte courant, plus 200 000 euros de plus-value? Dis-moi comment tu fais. Et là, blanc, à toute la table. Tout le monde bégaye. Alors moi, je vais monter ça à un restaurant. Ok. Donc tout ça pour dire, le résumé de la conclusion de ça, c'est que c'est pas important de commencer avec de l'argent, et je le dis à chaque fois. Je fais sans cesse des conférences, parce que j'ai moi-même une formation, et c'est ce que je dis à chaque fois. Si j'avais commencé, ou si vous avez commencé avec de l'argent, il n'y a pas de problème. Il faut le dire. Moi, demain, si j'ai des enfants, je vais essayer de tout faire, même s'ils ont de l'argent, voilà, pour les aider. C'est ce qui est normal. Mais le problème, ce n'est pas de commencer ou non avec de l'argent. Le problème, c'est de savoir quoi en faire. Et c'est vrai que les gens se raccourcissent à dire oui, c'est facile à commencer avec de l'argent. Et vraiment, c'est que même si vous commencez avec 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 5 millions d'euros, si vous ne savez pas quoi en faire, vous ne pouvez rien faire avec, parce que le but, ce n'est pas de prendre de l'argent. Le but, c'est de pouvoir rendre l'argent à des futurs investisseurs ou à des banquiers et faire une plus-value. Moi, aujourd'hui, sur mes activités, j'ai des fonds d'investissement, je ne prends pas plus d'argent que j'ai besoin. Sur ma dernière boîte, on avait quasiment plus de 50 millions d'euros. J'ai arrêté de prendre de l'argent parce que pourquoi je vais prendre de l'argent? Cet argent, je dois le rembourser. Si je ne sais pas comment dupliquer cet argent, faire du bénéfice et rembourser mes investisseurs, je n'ai pas d'intérêt. Donc, c'était un exercice que vraiment je vous conseille de faire. Et voilà, tout ça pour vous dire que le but, ce n'est pas commencer avec de l'argent. Si vous pouvez commencer l'argent, c'est toujours mieux, mais c'est vraiment de savoir quoi en faire et à quel moment le faire, et ne pas aller dans n'importe quoi. Et c'est ce que je dis à toutes mes équipes, on a tous des millions d'idées, moi-même le premier, et ce qui est important, c'est vraiment de rester focalisé et focus, parce que quand on veut faire trop de choses, à la fin on ne fait rien. Donc pour moi, mon métier, c'est scaler des business et diversifier mes activités. C'est comme ça que je gagne de l'argent. C'est-à-dire que vraiment, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous faites de l'argent, c'est de diversifier vos activités. Mais pas à l'instant T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous commencez sur un business, vous le développez à 100%. Une fois que vous l'avez développé, vous passez à un second business, et un troisième, et un quatrième. Et quand on parle de business, pas forcément d'activités différentes. Ça peut être la même activité, mais que vous allez scaler en plusieurs parts. Mais pour moi, la clé vraiment de la réussite, après, il y en a qui vont être d'accord avec moi et d'autres non. Pour moi, la clé de la réussite, c'est vraiment la diversification des activités. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Tu peux être un chanteur, un acteur le plus connu au monde, une source de revenus égale un pas de la pauvreté. Et je le pense vraiment, quand vous avez une seule source de revenus, mensuelle ou annuelle, vous êtes à un pas du seuil de la pauvreté. Parce qu'on ne sait pas de quoi fait demain, ça se trouve, vous êtes dans une boîte qui fait des millions d'euros, même en tant que salarié, demain vous allez être viré, ou même vous êtes patron, et votre boîte va moins marcher. Donc vraiment, quand vous commencez à faire de l'argent, ça sert à rien d'acheter des vêtements, des voitures, des conneries, des machins. Commencez à diversifier. Ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Et il y a un seul truc qui prône, je vous le dis, vraiment, je l'ai vu ces 15-20 dernières années, c'est le travail. Vous pouvez avoir un don, vous pouvez être le meilleur dans ce que vous faites, la seule chose qui paye, c'est le travail. Et ce que je dis à toutes mes équipes et à tous mes employés qui représentent aujourd'hui des centaines de personnes, je vais vous dire une dernière phrase pour conclure, et je le pense sincèrement. Et ceux qui me connaissent, voilà, c'est quelque chose que je dis très régulièrement, 10% de travail égale 10% de réussite, 100% de travail égale 100% de réussite. Merci.
Par contre, vous le demandez 24 heures en avance parce que quand même, on n'est pas des chiens. Apparemment, vu l'accueil que j'ai reçu, vous savez qui je suis. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est... donc, on va faire 1 heure de conférence, 30 minutes de questions. Mais si vous avez des choses qui vous font réagir, des machins et tout, vous inquiétez pas, je prends très bien en live les questions. Et comme ça, vu tout ce que j'ai raconté sur YouTube, il y a un moment, j'ai l'impression de radoter, moi. Donc si vous avez des questions intéressantes, des choses que j'ai jamais dites, des trucs que j'oserais pas dire sur YouTube. Qu'est-ce que ça devient les vidéos ici d'ailleurs? Ça reste en privé, non? Ouais, bon, très bien, alors on peut se lâcher. Alors, première chose, on va faire un petit tour de la salle. Qui est entrepreneur là? Ok. Alors, il y en a 4 qui n'ont pas levé la main. Vous foutez quoi ici? Qui est touriste? Ah, merci. Merci pour l'honnêteté. Ok, alors qui a un business 100% Internet? Ok. Qui a un business qui est lié au monde réel? Ok, ouais, c'est intéressant ça. Ça va, vous souffrez pas trop? La vie est pas trop dure? Alors, dans les business de la vie réelle, c'est quoi? Vous êtes qui est consultant? Ok, restaurateur, hôtelier. Qu'est-ce qu'ils font les gens dans la vie réelle? Comment? Ah, immobilier, qui est dans l'immobilier? Ok, intéressant. Quelque chose que j'ai pas dit, dites-le à voix haute. Comment? Ok, trop bien. Bâtiment. Trop bien, merci pour le pitch. Il y en a une, c'est déjà placé là. Ok, très bien. Bon, bah, je vois à peu près de quoi on va parler. Alors, récemment, j'ai eu une expérience assez amusante. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai investi dans un business dans le monde réel. Moi, ça fait 10 ans que je fais The Family et ça fait 10 ans que je fais des boîtes qui scale. Alors, le scale, c'est un truc incroyable parce que c'est vraiment magique. Le scale, c'est le fait que quand vous avez une boîte qui est scalable, ça veut dire que vous avez des coûts fixes qui sont plus ou moins élevés, mais vous avez des coûts variables décroissants. C'est qu'à chaque fois que vous avez un nouveau client, le client d'après vous coûte moins cher. Et ça, c'est comme de la drogue gratuite. C'est forcément addictif. Imaginez qu'on vous donne une quantité illimitée de drogue et qu'à chaque fois que vous prenez de la drogue, vous en avez un peu plus la fois d'après et encore plus gratuitement. Forcément, vous n'avez jamais plus envie de revenir à une structure économique classique. Et ce qui est intéressant sur la scalabilité, c'est que la scalabilité, c'est pour moi pas une caractéristique ou une feature d'un business, mais c'est un mouvement industriel. Par exemple, au 19e siècle, quand les gens ont commencé à industrialiser, il y avait plein d'industries qui paraissaient absurdes. On se disait jamais de la vie elles s'industrialiseront. Par exemple, la restauration ou le luxe. Et en fait, petit à petit, entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle, et puis la seconde moitié du 20e siècle, petit à petit, les business se sont industrialisés. Et il n'existe pas aujourd'hui une industrie qui n'a pas sa version industrielle. Alors ça ne veut pas dire que l'artisanat a disparu. Il y a encore des entreprises d'artisanat qui gagnent très très bien leur vie. Mais c'est juste que l'échelle de valeur et le pourcentage de gens qui captent la valeur est passé du monde de l'artisanat au monde de l'industrie. Évidemment qu'il y a encore des agriculteurs bio qui gagnent leur vie, mais ils gagnent beaucoup moins leur vie que Monsantos. Évidemment qu'il y a encore des gens qui vendent des tracteurs, mais les tracteurs, c'est beaucoup moins d'argent que l'industrie de l'automobile. Dans les années 30, je crois que les tracteurs, c'était 98% de l'industrie automobile. Aujourd'hui, ça doit être 0,5, 0,6, 2% quand même. Ouais, bon, peut-être. Enfin, quelque chose de petit. Et en fait, la scalabilité, pour moi, c'est exactement comme l'industrialisation. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui va concerner toutes les industries. Et pendant 10 ans, à The Family, ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé à rendre le monde un peu plus scalable. Qu'est-ce qu'on se posait comme question à The Family? Souvent, les gens qui apply à The Family, ils pensaient que le but du jeu, c'était d'avoir une super idée business pour qu'on les prenne. En fait, non. La plupart du temps, les gens qu'on a pris, ils avaient des très mauvaises idées business vu le taux d'échec qu'on a. Non, ce qui nous intéressait, nous, c'était d'avoir une toute petite chance de réussir une scalabilité. Et la scalabilité, c'est dur. C'est très dur de faire scaler des choses qui, naturellement, ne scalent pas. Par exemple, Uber me rend très modeste, non pas parce que j'ai raté l'investissement. Et résultat, là, je suis le dimanche avec vous sur scène, au lieu d'être sur mon île avec mes cocktails. Mais parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Uber, ça fonctionne de moins en moins bien. C'est une catastrophe. Je veux dire, le temps d'attente est en train d'exploser, la qualité est en train de s'écrouler, il y a plein de villes dans lesquelles c'est en train d'être interdit. Et ça montre à quel point scaler une industrie qui, par nature, n'est pas scalable, c'est un effort titanesque. C'est-à-dire que c'est des gens, ils en sont à plus de 40 milliards d'euros dépensés pour créer Uber, et ils n'arrivent pas à avoir une voiture qui arrive à l'heure. Le temps d'attente moyen à Paris est en train de monter à 15-20 minutes. On se fait annuler 2 ou 3 Uber de suite en semaine. Et pourquoi? Parce que c'est le monde réel, et le monde réel, il est très, très, très résistant à la scalabilité. Mais ce qui est drôle, c'est que, évidemment, la scalabilité est comme le gant de Thanos, ça va arriver. Même les industries les plus résistantes
Il faudra s'y prendre une fois, deux fois, il y aura 2 cycles économiques, 3 cycles économiques, 4 cycles économiques, whatever. Mais un jour, le transport va scaler. Pourquoi Uber dépense un argent fou en voiture autonome? Parce qu'ils se rendent bien compte que leur plus gros problème envers la scalabilité, c'est les chauffeurs. Grosso modo, il y a 3 emmerdes qui font qu'on scale mal. Les humains, les atomes et tout ce qu'il y a entre les deux. Et si vous arrivez à en enlever un des 3, eh ben vous scalez beaucoup plus vite. Imaginez que Uber arrive à faire une voiture qui se conduit tout seul. Là, d'un seul coup, la scalabilité prend une nouvelle dimension. C'est une nouvelle opportunité pour Uber. C'est un nouveau moment de fondation. Alors, la scalabilité, ça donne des réflexes. Quand on est dans la scalabilité, on est obsédé par 3 choses. La première chose, c'est comment standardiser. Comment standardiser pour que justement l'effort avec le client soit le moins pénible possible. La standardisation, c'est la scalabilité. D'ailleurs, la standardisation, ce n'est pas l'absence de personnalisation. Regardez, on va jouer à un jeu très simple. Qui a un iPhone dans cette salle? Levez la main. Voilà. Il y a des gens ici qui ont des Android. Blague à part, on a tous le même iPhone, mais aucun de nous n'a le même téléphone. Pourquoi? Parce que la personnalisation du téléphone, c'est les apps. Et c'est une couche qui n'enlève rien de la standardisation du téléphone. Un téléphone, c'est standard, mais extrêmement personnalisé. Et donc, c'est très scalable, un iPhone. Si vous regardez le business model de l'App Store d'Apple, ça ne fait que monter. Alors après, les gens disent oui, c'est petit l'App Store, mais c'est parce que c'est petit à l'échelle d'Apple. Mais à l'échelle de n'importe qui dans la salle, là, c'est très 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 gros. C'est même plus gros que les iPods, que les AirPods, pardon. Donc c'est un très 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 gros business. Alors la deuxième chose qui aide à la scalabilisation, c'est le fait de faire travailler vos clients. Alors la boîte la plus dingue pour ça, c'est Ikea. Ikea a transformé des milliards d'habitants sur Terre en monteurs de meubles. Tout le monde a dans son CV monteur de meubles Ikea. Et c'est quand même dingue de penser qu'une entreprise a réussi à convaincre tout le monde que c'était normal de recevoir un meuble à plat, de passer 4 heures ou 5 heures à le monter, à un coût horaire pour la plupart des gens qui le font, qui est délirant, hein, et avec une pièce qui manque tout le temps. Et enfin, je ne sais pas si vous avez vu les manuels d'instruction Ikea, je veux dire, c'est pas des références en UX, quoi. Après, en plus, surtout quand vous êtes un peu débile comme moi, je n'ai jamais rien compris à ces trucs. Vous imaginez pas le nombre de meubles Ikea, moi j'ai acheté qui sont restés dans les cartons. C'est même décourageant. Et en plus, vous avez la choumarre, vous n'osez pas appeler quelqu'un pour les monter, parce que vous dites, je fais partie de ces humains même pas aptes à travailler pour Ikea. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc, évidemment, cet outil, le fait de faire travailler les gens, c'est extraordinaire quand on n'arrive pas à standardiser. Pourquoi? Parce que c'est très puissant. Tout ce qui n'est pas standard devient un effort que le client peut faire pour vous. Et donc, le taux de travail de l'entreprise baisse, le taux de travail des clients monte. C'est un peu comme si Uber lançait une version où vous conduisez votre propre voiture. Ça, ce serait une autre façon de scaler Uber, pour ne pas avoir de chauffeur. La voiture, elle arrive de façon autonome, et après, vous prenez la conduite. Bon, alors, si vous n'avez pas le permis comme moi, vous êtes exclu, mais qui a le permis ici? Bon, ça reste quand même un truc marginal de ne pas avoir ce permis. Je précise, je n'ai pas perdu mon permis. Je n'ai jamais eu mon permis. C'est la dernière fois que j'ai dit ça dans une conférence, le mec fait alcoolique. Je dis non. Enfin, ça, c'est vrai aussi, mais ça n'a rien à voir. La troisième chose, le troisième outil au service de la scalabilité, c'est l'automatisation. Alors, l'automatisation, c'est le Graal de la scalabilité. Et l'automatisation, c'est le point de tension entre la plupart d'entre vous dans cette pièce et la plupart des gens qui sont dehors et que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai toujours vécu à la croisée des mondes. J'ai toujours vécu entre plusieurs milieux. J'ai eu la chance de ne jamais être dans un seul milieu. Et moi, des fois, j'ai l'impression d'être un extraterrestre qui visite des tribus. Alors, le matin, vous êtes avec des mecs qui vendent des NFT. Ah ouais, c'est la pire tribu. Je sais pas s'il y en a dans la salle, là, mais les mecs qui nous ont tous niqués en vendant des JPEG, bravo les gars, là, force et honneur. Ensuite, il y a tous les mecs qui font de l'IA. Alors, l'IA, ça rend timbré. Ça marche jamais. Ça ne marche jamais, l'IA. Mais quand ça marche, c'est flippant. Et quand je vous dis que c'est flippant, moi, récemment, j'ai vu le futur. J'ai assisté au démo day du MIT. Et il y a un gamin de 20 ans qui a fait un algo où vous prenez des personnages 3D, vous décrivez en texte les dialogues et le scénario, et ça génère le film. Voix inclus. Vous voyez le nombre d'emplois qui viennent d'être supprimés là, en une phrase? Vous savez combien ça coûte un Pixar? Ça coûte 100 millions d'euros. Vous savez ce gamin ce qu'il a fait? Il a refait Coco. Il a refait avec sa techno le film Coco. Alors il y a des petits bugs, il y a un plan ou deux qu'il faut refaire. De temps en temps, les voix, elles partent en vrille en IA. Il y a un robot qui apparaît au milieu du film, on ne comprend pas pourquoi. Mais en dehors de 2-3 bugs, parce que c'est quand même pour l'instant qu'un software fait par un gamin au MIT, qui est en PhD, ça, d'un seul coup, c'est un avant et un après. Il n'y a pas de retour en arrière. D'ailleurs, dans la salle, il y avait tous les directeurs de Disney, etc. Et dans ma tête, je me disais, mais pour rien au monde, les gars, je prends votre job. Dans ce moment-là. Parce qu'en fait, vous êtes, d'un seul coup, dans une prison. Vous savez qu'il y a quelque chose de sympa de l'autre côté, mais pour ça, il faut ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte, il faut faire des choses qu'aucun humain sur Terre est capable de faire. Je veux dire, vous voyez venir et dire à des milliers de gens qui travaillent depuis 30 ans dans votre boîte, qui fait des milliards de profits, qu'en fait, il n'y a plus besoin d'eux. Au revoir. Ciao. Merci pour tout le travail. C'est humainement impossible. Et ce qui s'est passé dans cette pièce, c'est que moi, ça m'a donné l'idée de ma prochaine boîte. Je me suis dit, moi, j'ai embauché aucun animateur, je ne dois rien à personne, et je vais pouvoir faire des dessins animés en IA. Et vous voyez, ce genre de moment de singularité, c'est des moments où, en fait, quelque chose qui était impossible devient possible d'un seul coup. Et ce qui est fou, c'est que les business du monde réel
sont de Pour ouvrir la porte, il faut faire des choses qu'aucun humain sur Terre est capable de faire. Je veux dire, vous voyez venir et dire à des milliers de gens qui travaillent depuis 30 ans dans votre boîte, qui fait des milliards de profits, qu'en fait, il n'y a plus besoin d'eux. Au revoir. Ciao. Merci pour tout le travail. C'est humainement impossible. Et ce qui s'est passé dans cette pièce, c'est que moi, ça m'a donné l'idée de ma prochaine boîte. C'est que je me suis dit, moi, j'ai embauché aucun animateur, je ne dois rien à personne, et je vais pouvoir faire des dessins animés en IA. Et vous voyez, ce genre de moment de singularité, c'est des moments où, en fait, quelque chose qui était impossible devient possible d'un seul coup. Et ce qui est fou, c'est que les business du monde réel sont de plus en plus attaqués par des gens qui n'y connaissent rien à ces business, mais qui viennent avec une approche automatisable. Et l'Internet est saturé. Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur qui sait programmer de 19 ans, 20 ans, vous cherchez une idée sur quelque chose de quoi faire, la plupart des trucs faciles de l'Internet sont déjà faits. Les marketplaces, c'est déjà fait, les moteurs de recherche, c'est déjà fait, les softwares de productivité, on ne sait plus comment faire, les SaaS, ça commence à saturer. Et donc ces gens se disent, tiens, c'est marrant, allons faire des business traditionnels. Et alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que à la croisée des mondes, pendant le Covid, il m'est arrivé un truc marrant. J'ai acheté une part d'un hôtel. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais vachement bien dans cet hôtel. Donc moi, quand il y a eu le confinement et tout, je me suis dit, il ne faut pas arrêter de vivre. Et il y avait un hôtel en Normandie que j'adorais, qui s'appelle le Domaine d'Ablon, qui est un chef-d'œuvre. C'était un terrain vague il y a 8 ans, et il y a un type qui a construit le village normand version Amélie Poulain. C'est-à-dire que c'est le village normand qui est censé représenter la Normandie, qui évidemment n'existe pas en Normandie, parce que c'est un décor de cinéma. Et quand vous allez dedans, vous croyez que c'est là depuis 400 ans, alors qu'en fait, tout a été construit de zéro en moins de 6 ans. Et alors, c'est un hôtel qui n'a que 4 chambres, et je suis tombé amoureux du proprio, qui est un entrepreneur incroyable. Et, non, mais amoureux platoniquement, j'ai entendu un « ah ». L'amour, ça a plein de formes. Et donc, comme j'ai passé mon confinement chez lui, parce qu'il était, vous savez, avec les interdictions administratives, il n'avait pas le droit d'ouvrir. Et donc, on a vécu dans son hôtel pendant 2 mois à 15. Et alors, c'était génial. Et en fait, au bout des 2 mois, je lui ai dit, vas-y, viens, je te rachète 25% de ton hôtel, puis on s'associe. Et donc, je suis devenu propriétaire d'un business dans le monde réel. Alors, c'est un truc de dingue, le monde réel. Alors, déjà, il se passe des problèmes que vous n'avez jamais en ligne. Parce que c'est quoi la scalabilité? La scalabilité, c'est trouver la bonne formule magique. Et une fois que vous avez trouvé la bonne formule magique, elle se répète à l'infini et automatiquement. Et ça tourne. Par exemple, on a créé une boîte à The Family qui stack des cryptos. Vous mettez les cryptos dedans, ça vous donne un taux d'intérêt. Une fois que ça marche, que vous stackez 10 millions de cryptos, 1 milliard de cryptos ou 10 milliards de cryptos, la seule différence, c'est que vous gagnez plus d'argent. Il n'y a aucune différence. C'est un scale infini, parfait, parce que c'est du software. Et le software, c'est magique. Quand vous êtes addict au software, vous avez l'impression que tout devrait fonctionner comme ça. Alors moi, j'ai fait des trucs marrants. Par exemple, je me suis dit, comment on transforme les femmes de ménage en software? Vous n'avez jamais pensé à ce problème? Une femme de ménage qui rentre dans un hôtel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le ménage. Mais c'est très mauvais, ça. Il ne faut surtout pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Maintenant, imaginez que vous sachiez quelle est la meilleure méthode pour faire le ménage dans une chambre, le plus efficace. En fait, votre boulot, c'est de l'apprendre aux gens. Et alors, cette vision naïve ne marche pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les humains, ils ont un truc délirant qui s'appelle la motivation. Et alors, quand vous transformez les humains en robots, boum, ils arrêtent de fonctionner. C'est vraiment des robots mal foutus que vous êtes tous. Et donc, en fait, un truc que j'avais jamais vu, avant d'être confronté au monde réel, c'est que la plupart des gens qui ont un business dans le monde réel, ils sont confrontés à 2 tensions. Ils sont confrontés à une tension de scalabilité sur la chaîne de valeur de leur marché, donc leur marge disparaît, ils ont des nouveaux concurrents, etc. Mais plus fondamentalement, leur possibilité de réponse est extrêmement limitée. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dans le monde du software, qui ont l'air géniales comme idée quand on les applique dans le monde réel, et qui après avoir passé 1 an à essayer de le faire, me rend compte que ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'ai vendu l'hôtel. Non, je rigole. non, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que la scalabilité, c'était génial pour les business de croissance, mais qu'il y avait une réponse à la scalabilité qui rendait invincible contre la scalabilité, c'était la valeur ajoutée et la niche. Par exemple, c'est très dur de faire concurrence à Amazon dans le e-commerce, voire quasi impossible. Jeff Bezos est maintenant un dieu flottant dans l'espace, donc c'est quand même chaud d'aller attaquer ça. Par contre, vous pouvez faire un truc dont il s'en fout. Vous pouvez faire quelque chose dont Jeff Bezos n'en a rien à faire. Et il y a beaucoup de choses dont Jeff Bezos n'a rien à faire et qui rapportent des millions. Par exemple, reprenons mon exemple d'hôtel. Je me suis dit, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que dans cet hôtel, pourquoi on veut optimiser les femmes de ménage? Parce qu'on n'a pas beaucoup de marge. Finalement, on s'en foutrait que les femmes de ménage soient lentes et fassent n'importe quoi, et soient heureuses, si on gagnait plein d'argent. D'un seul coup, en fait, ça serait un non-sujet. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a du jour au lendemain multiplié le prix des chambres par 5. Et là, la magie a opéré. Pourquoi? Parce que vous perdez 100% de votre clientèle, votre associé est en panique totale, et commence la vraie aventure, celle de redéfinir le produit. Et qu'est-ce que vous vendez quand vous vendez quelque chose de très cher? Vous vendez de la magie, vous vendez de l'expérience, vous vendez des choses que l'argent ne peut pas acheter. Et donc on a commencé à faire plein de cérémonies et process marrants. Par exemple, on stalke les gens quand ils viennent, on essaie de trouver plein d'infos sur eux, et on leur fait des petits cadeaux en lien avec leur vie. Par exemple, on a eu le président d'un pays, je sais pas quoi, là, qui est venu, on lui a offert une bouteille de whisky embouteillée le jour de son élection. Ben ça, même un président, il a les larmes aux yeux.
C'est fou que vous me compreniez. On a complètement changé la carte du room service. Avant, il y avait une carte très stricte, très chiante. Maintenant, on dit aux gens, vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous avez des tripes d'enfance, vous voulez manger des marshmallows au feu, on fait tout ce que vous voulez. Par contre, vous le demandez 24 heures en avance parce que quand même, on n'est pas des chiens. Et donc, vous éduquez vos clients. Et vous leur proposez de rentrer dans un trip d'expérience, d'éducation. Et ben, je ne vous dis pas le succès qu'on a en ce moment. C'est-à-dire qu'on est déjà plein pour la saison d'après. Avec 5 chambres, on fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Avec 5 chambres. À chaque fois que j'en parle à des gens de l'hôtellerie, ils me disent mytho. Je dis les comptes sont publiés, allez voir. Et les gens reviennent. Et donc maintenant, on a compris le concept. En fait, au début, moi, je voulais prendre ce truc pour faire plein de chambres et grossir. Non. Maintenant, je veux faire plein d'hôtels, tout petits, hyper luxe, hyper cher, complètement débile en pricing, mais dont à chaque fois que vous y allez, vous vous en souvenez toute votre vie. Et ça, c'est finalement la vraie tension stratégique de l'époque. La tension stratégique de l'époque, c'est qu'il faut soit faire des trucs hyper scalables, soit complètement refuser la scalabilité et faire des choses que personne d'autre ne peut faire, être dans la magie. Et les deux, en fait, sont une forme de magie, mais il y en a un qui est de trouver la bonne formule magique pour trouver quelque chose qui se répète à l'infini. De l'autre côté, il s'agit de faire quelque chose de tellement petit, tellement solide, que c'est indestructible. Si vous avez 15 chambres en Normandie dans laquelle il se passe des trucs de fou, bah évidemment que vous n'en avez rien à faire des hôtels qui ciel. Il y a un type qui peut inventer un hôtel avec un robot à l'entrée qui fait un checking automatique en intelligence artificielle. Vous pouvez continuer à avoir votre comptoir en mode oui, bon, votre carte. Parce qu'en fait, vous vendez quelque chose de radicalement différent. Amazon peut faire ce qu'il veut sur les produits de grande consommation. Vous pouvez lancer des niches extraordinaires et indestructibles. Les grandes banques peuvent lancer des produits financiers complètement délirants. Il y a des milliers de business de niche à faire dans la personnalisation et le conseil financier et l'investissement. Mais il faut choisir votre place et la construire stratégiquement. Et pas passer votre temps à regarder ce qui se passe chez le voisin et à vous dire que l'herbe est plus verte ailleurs.